Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui regardaient et qui n'étaient pas abonnées. Donc voilà, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà, bonne vidéo. L'Organisation des Nations Unies, ou ONU, est une organisation internationale. Elle possède actuellement 193 États membres. Elle est créée le 24 octobre 1945 par la ratification de la Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 par les représentants de 50 États. Elle remplace alors la Société des Nations. Les objectifs premiers de l'organisation sont le maintien de la paix et la sécurité internationale. Pour les accomplir, elle promeut la protection des droits de l'homme, la fourniture de l'aide humanitaire, le développement durable et la garantie du droit international et dispose de pouvoirs spécifiques tels que l'établissement de sanctions internationales et l'intervention militaire. La Charte des Nations Unies définit 6 organes principaux: l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et le Secrétariat. Le système des Nations Unies inclut plus largement des programmes, fonds, institutions spécialisées et apparentées. Les 6 langues officielles de l'ONU sont l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le mandarin et le russe. Le Secrétariat des Nations Unies ne reconnaît que l'anglais et le français comme langue de travail. Le Conseil économique et social des Nations Unies reconnaît l'anglais, l'espagnol et le français, et le reste des organes de l'ONU utilisent les 6 langues officielles. Depuis le 1er janvier 1917, le secrétaire général des Nations Unies, nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité, est le portugais António Guterres. Le siège des Nations Unies est à New York et bénéficie du régime d'extraterritorialité. Les 193 États membres y sont représentés par un ambassadeur permanent auprès de l'ONU. Le plan Marshall était un programme américain de prêt accordé aux différents États de l'Europe pour aider à la reconstruction des villes et des installations bombardées lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces prêts étaient assortis de la condition d'importer pour un montant équivalent d'équipements et de produits américains. En 4 ans, les États-Unis prêtent à l'Europe 16,5 milliards de dollars. Le gouvernement Truman le préfère au plan Morgenthau, qui prévoyait de faire payer les réparations par l'Allemagne. En effet, plusieurs experts se souvenaient des effets désastreux d'une telle politique après la Première Guerre mondiale. La question des réparations allemandes avait contribué à la création d'un sentiment d'injustice dû aux vainqueurs de la Première Guerre mondiale et a facilité la prise du pouvoir par les nazis. L'initiative fut baptisée par les journalistes du nom du secrétaire des États-Unis, le général George Marshall, qui lors d'un discours à l'université Harvard exposa la volonté du gouvernement des États-Unis de contribuer au rétablissement de l'Europe. Ainsi, dans ce discours, Marshall affirma: « Il est logique que les États-Unis fassent tout pour aider et rétablir la santé économique du monde, sans laquelle il ne peut y avoir aucune stabilité politique et aucune paix assurée. » Les modalités du plan sont discutées lors de la conférence de Paris, lequel est finalement signé par 16 pays le 20 septembre 1945. Le blocus de Berlin est l'un des épisodes majeurs de la guerre froide en Europe, durant lequel les soviétiques bloquent les accès terrestres vers Berlin des 3 puissances occidentales, qui en retour organisent un grand pont aérien pour ravitailler leurs garnisons et les populations civiles berlinoises. Le 24 juin 1948, à l'issue d'une longue dégradation des relations entre les 4 puissances occupantes de l'Allemagne, l'Union soviétique bloque toutes les voies routières et navigables par lesquelles Américains, Britanniques et Français communiquent entre leurs zones d'occupation en Allemagne et Berlin. Le blocus dure jusqu'à ce que les soviétiques le lèvent sans contrepartie le 12 mai 1945, prenant acte ainsi de leur échec à mettre la main sur Berlin. Le blocus de Berlin est l'une des toutes premières crises de la guerre froide. Elle en est aussi la plus grave, jusqu'à ce qu'une seconde crise à Berlin conclure par la construction du mur, puis la crise des missiles de Cuba plonge à nouveau le monde dans la crainte de la guerre et de l'holocauste nucléaire. Le devenir de l'Allemagne est en 1948 au cœur de l'opposition entre les États-Unis et l'Union soviétique. Staline a réussi à prendre le contrôle de tous les pays d'Europe centrale sans provoquer de réaction concrète des Occidentaux. Les mouvements communistes sont très actifs dans une Europe de l'Ouest qui peine à se relever de la guerre et dont les Américains veulent à tout prix éviter qu'elle ne passe sous le joug de Moscou. Les 2 initiatives majeures prises dans cet objectif par Washington, le plan Marshall de sauvetage économique de l'Europe et la création d'une Allemagne de l'Ouest,
solidement arrimées à la sphère atlantique, sont contraintes aux intérêts de Staline, qui souhaite étendre son influence à toute l'Allemagne. Isolé au milieu de la zone d'occupation soviétique en Allemagne, Berlin est militairement indéfendable par les Occidentaux. Staline y voit une opportunité de les faire reculer sur leur initiative, ou à défaut de les chasser de la ville, ce qui serait politiquement et symboliquement une grande victoire. L'histoire a retenu de cette crise la détermination des alliés occidentaux à conserver leur place à Berlin et le succès du pont aérien mis en œuvre dès le premier jour par les Américains et les Britanniques. Cette vision occulte les craintes et les incertitudes dans lesquelles furent plongés les dirigeants occidentaux, partagés sur les intentions réelles des soviétiques et sur la capacité du pont aérien de Berlin à assurer dans la durée le ravitaillement de la population berlinoise de plus de 2 millions de personnes, dont en outre il était difficile de prévoir si elle se retournerait vers Moscou pour éviter de nouvelles privations ou si elle croirait en un avenir au sein du monde occidental. Enfin, la question de l'emploi ou non de l'arme nucléaire redevient un enjeu politique et militaire aux États-Unis pour la première fois depuis le bombardement atomique d'Hiroshima et Nagasaki. L'échec du blocus de Berlin permet aux Occidentaux de mener à bien leurs plans relatifs à la création de l'Allemagne de l'Ouest, incluant Berlin-Ouest et à l'introduction du Deutschmark. Les Soviétiques y répondent par l'instauration de l'Allemagne de l'Est. Le blocus précipite aussi la conclusion en avril 1949 du traité de l'Atlantique Nord, alliance militaire transatlantique occidentale dont l'Allemagne de l'Ouest deviendra membre en 1954, provoquant en riposte la création en 1955 du pacte de Varsovie par les Soviétiques. Le rideau de fer entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est ne bougera plus jusqu'à la chute du mur de Berlin, qui marquera la fin de la guerre froide, dont Berlin aura été le cœur symbolique pendant 40 ans. La guerre de Corée oppose du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953 la République de Corée, soutenue par les Nations Unies, à la République populaire démocratique de Corée, soutenue par la République populaire de Chine et l'Union soviétique. Elle résulte de l'apparition de la Corée et à la suite d'un accord entre les soviétiques ayant libéré la Mandchourie et le nord de la Corée et les alliés victorieux de la guerre du Pacifique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'un des premiers conflits importants de la guerre froide. La péninsule coréenne était occupée par l'Empire du Japon depuis 1910, après la reddition du Japon en septembre 1945. Les États-Unis et l'Union soviétique se partagèrent l'occupation de la péninsule le long du 38e parallèle, avec au sud des forces américaines d'occupation et au nord des forces soviétiques. L'échec de la tenue d'élections libres dans la péninsule en 1948 aggrava la division entre les deux côtés. Le nord met en place un gouvernement communiste, tandis que le sud met en place un gouvernement pro-américain. Le 38e parallèle devient une frontière politique entre les deux États coréens, bien que les négociations pour la réunification eussent continué dans les mois précédant la guerre. Les tensions s'intensifièrent. Des escarmouches et des raids intrafrontaliers persistèrent. La situation se transforma en guerre ouverte lorsque les forces du Nord envahirent le Sud le 25 juin 1950. En 1950, l'Union soviétique boycottait le Conseil de sécurité des Nations Unies en raison de la non-reconnaissance de la République populaire de Chine par celui-ci, la République de Chine, ayant alors son siège au Conseil. En l'absence d'un veto de l'Union soviétique, les États-Unis et d'autres pays votèrent une résolution autoritaire, une intervention militaire en Corée. Les États-Unis fournirent 88% des 341 000 soldats internationaux qui représentèrent les forces du Sud, complétés par l'assistance de 20 autres pays. Si elle n'amena pas directement de groupes sur le terrain, l'Union soviétique fournit de l'aide matérielle aux armées chinoises et nord-coréennes. Les négociations reprirent alors et la guerre s'acheva le 27 juillet 1953, lorsqu'un pacte de non-agression fut signé. L'accord restaurait la frontière entre les deux Corées près du 38e parallèle et créait la zone coréenne démilitarisée, une zone tampon fortifiée entre les deux nations coréennes. Les deux pays étant encore officiellement en guerre, des incidents mineurs continuent de se produire, encore aujourd'hui. Du point de vue militaire, la guerre de Corée a combiné les stratégies et les tactiques des deux guerres mondiales. Elle commença par une rapide campagne offensive d'infanterie, suivie de bombardements aériens, mais devint une guerre statique à partir de juillet 1951. On estime que le conflit a fait plus de 800 000 morts parmi les militaires coréens nordistes et sudistes, et 57 000 parmi les militaires des forces de l'ONU. Le nombre de victimes civiles est estimé à 2 millions et le nombre de réfugiés à 3 millions.
La péninsule a été dévastée par les combats et les bombardements. Séoul fut ainsi détruite à plus de 70%. La conférence de Bandung s'est tenue du 18 au 24 avril 1955 à Bandung, en Indonésie, réunissant pour la première fois les représentants de 29 pays africains et asiatiques, dont Gamal Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru, Sukarno et Zhou Enlai. Cette conférence marqua l'entrée sur la scène internationale des pays décolonisés du tiers-monde, ceux-ci ne souhaitant pas intégrer les deux blocs qui se font face, menés par les États-Unis et l'URSS, choisissent le non-alignement. Le mur de Berlin, ou mur de la honte pour les Allemands de l'Ouest, est officiellement appelé par le gouvernement et allemand mur de protection antifasciste, et érigé en plein Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961 par la République démocratique allemande, qui tente ainsi de mettre fin à l'exode croissant de ses habitants vers la République fédérale d'Allemagne. Le mur composante de la frontière intérieure allemande sépare physiquement la ville en Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant plus de 28 ans et constitue le symbole le plus marquant d'une Europe divisée par le rideau de fer. Plus qu'un simple mur, il s'agit d'un dispositif militaire complexe comportant deux murs de 3,6 mètres de haut, avec un chemin de ronde, 302 miradors et dispositifs d'alarme, 14 000 gardes, 600 chiens et des barbelés dressés vers le ciel, un nombre indéterminé de personnes survictimes des tentatives de franchissement du mur. En effet, des gardes frontières et allemandes et des soldats soviétiques n'hésitèrent pas à tirer sur des fugitifs. L'affaiblissement de l'Union soviétique, la perestroïka, conduite par Mikhail Gorbatchev, et la détermination des Allemands de l'Est qui s'organisent de grandes manifestations provoquent le 9 novembre 1989 la chute du mur de Berlin, suscitant l'admiration incrédule du monde libre et ouvrant la voie à la réunification allemande. Presque totalement détruit, le mur laisse cependant dans l'organisation urbaine de la capitale allemande des cicatrices qui ne sont toujours pas effacées aujourd'hui. Le mur de Berlin, symbole du clivage idéologique et politique de la guerre froide, a inspiré de nombreux livres et films. Plusieurs musées lui sont consacrés. L'année de la construction du mur de Berlin correspond aussi à l'année du décollage du soviétique Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. La guerre du Vietnam est une guerre qui se déroula au Vietnam et oppose de 1955 à 1975, d'une part la République démocratique du Vietnam, avec son armée populaire vietnamienne, soutenue matériellement par le bloc de l'Est de la Chine, et le Front national de libération du Sud-Vietnam, et d'autre part par la République du Vietnam militairement soutenue par l'armée des États-Unis, appuyée par plusieurs alliés. La guerre américaine d'Indochine ne fut jamais déclarée. Aussi l'année exacte de son commencement fait débat. On a pris l'habitude d'en attribuer la paternité au président John Kennedy, qui à partir de 1961 y envoya plus de 15 000 conseillers militaires. En 1998, le gouvernement fédéral des États-Unis détermine que les militaires américains tombés après le 1er novembre 1955, date de la création du premier groupe de conseillers militaires américains au Sud-Vietnam, plongés dans une situation insurrectionnelle à la suite de la guerre d'Indochine, peuvent être considérés comme morts durant la guerre du Vietnam. Ce n'est cependant qu'à partir de 1965 que les États-Unis interviennent massivement au Vietnam, après la résolution du golfe de Tonkin, 12-1964. La politique de contre-insurrection des États-Unis, accompagnée de bombardements massifs, notamment l'opération Rolling Thunder contre le territoire nord-vietnamien, échoue cependant à faire cesser la guérilla au sud. L'offensive du Tet de 1968 confirme l'enlisement militaire du conflit vietnamien. Les opérations américaines contribuent au contraire à étendre les hostilités aux pays voisins. La guerre civile laotienne et la guerre civile cambodgienne deviennent des conflits annexes à la guerre du Vietnam. Le conflit étant dans l'espace et de plus en plus impopulaire dans l'opinion publique américaine, les accords de paix de Paris décident en 1973 du retrait militaire américain. En 1975, le Nord-Vietnam réalise une offensive contre le Sud-Vietnam et remporte la victoire. Le pays officiellement réunifié l'année suivante devient la République socialiste du Vietnam, en même temps que le Vietnam, le Cambodge et le Laos deviennent eux aussi des pays communistes. Durant la guerre froide, après celle aux armements, une nouvelle course voit le jour, celle de l'espace. C'est ainsi que le programme Apollo fut lancé le 25 mai 1961 par le président John Kennedy, ayant pour finalité un alunissage. Après l'envoi du premier homme dans l'espace Yuri Gagarin en mars 1962, les États-Unis se devaient de répliquer rapidement. Après de longues années de recherche et plusieurs lancements, la NASA réussit à envoyer le 16 juillet 1969 à bord de la navette Apollo 11
une première équipe qui allait se poser sur la Lune. Les 2 personnes ayant marché sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, ont été accompagnés par un troisième homme souvent méconnu, Michael Collins, resté dans la navette. Ces derniers, tous des pilotes chevronnés, ont fait leurs armes dans les différentes académies militaires de renom, comme West Point et surtout la NASA. Produit de la guerre froide et symbole du partage du monde entre 2 blocs depuis sa construction en août 1961, le mur de Berlin cesse d'être une frontière étanche entre les parties est et ouest de la ville au soir du 9 novembre 1989. La chute du mur intervient au terme de gigantesques manifestations populaires, durant lesquelles des millions de citoyens est-allemands ont protesté contre l'immobilisme du régime communiste et réclamé le droit de passer librement à l'ouest. Célébré dans l'Allier, les retrouvailles entre Berlinois de l'Est et de l'Ouest procèdent du vent et démocratisation que Mikhail Gorbatchev fait souffler sur le bloc de l'Est depuis 1985, et notamment de l'invitation à de profondes réformes lancées le 7 octobre 1989 à l'occasion du 40e anniversaire de naissance de la RDA. Au-delà de la portée symbolique de l'événement, la destruction du mur ouvre la voie à la réunification de l'Allemagne et à terme à l'effondrement du bloc communiste. Après la signature en mai 1990 d'un premier traité prévoyant une union économique et monétaire entre la RFA et la RDA, la réunion des 2 Allemagnes est officialisée le 3 octobre de la même année. Débarrassée du mur de la honte, la ville de Berlin redevient la capitale de l'Allemagne unie. La réunification allemande est le processus qui, d'octobre 1989 à octobre 1990, a conduit à l'intégration de la République démocratique allemande dans la République fédérale d'Allemagne, laquelle était constituée alors par les Länder formant ce qui est appelé l'Allemagne de l'Ouest. La dislocation de l'URSS, parfois dénommée dissolution de l'URSS, éclatement de l'URSS ou encore effondrement de l'URSS, se produisit le 26 décembre 1991 par la reconnaissance officielle de la sécession intervenue dans les mois précédents des républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'était le résultat de la déclaration numéro 142H du Soviet suprême de l'Union soviétique qui reconnaissait l'indépendance des anciennes républiques soviétiques et créait la communauté des États indépendants, bien que 5 des signataires l'aient ratifié beaucoup plus tard ou ne l'aient pas fait du tout. La veille, le 25 décembre, le président soviétique Mikhail Gorbatchev, 8e et dernier des dirigeants de l'URSS, avait démissionné, déclarant son poste éteint et transférant ses pouvoirs, y compris le contrôle des codes de lancement de missiles nucléaires, au président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine. Ce soir-là, à 19h32, le drapeau soviétique fut abaissé pour la dernière fois du Kremlin et remplacé par le drapeau russe pré-révolutionnaire. Auparavant, d'août à décembre, les 15 républiques soviétiques, Russie comprise, avaient fait sécession de l'Union ou tout au moins dénoncé le traité sur la création de l'URSS. La semaine précédant la dissolution officielle, 11 républiques signèrent les accords d'Alma-Ata, établissant officiellement la CEI et déclarant que l'URSS avait cessé d'exister. Les révolutions de 1989 et la dissolution de l'URSS marquèrent également la fin de la guerre froide. Plusieurs des anciennes républiques soviétiques comme la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, l'Arménie et les 5 d'Asie centrale maintinrent des liens étroits avec la Fédération de Russie et formèrent des organisations multilatérales telles que la CEI, la Communauté économique eurasienne, l'Union de la Russie et la Biélorussie, l'Union douanière de l'Union eurasiatique et l'Union économique eurasienne afin de renforcer la coopération économique en matière de sécurité. En revanche, les pays baltes rejoignirent l'OTAN et l'Union européenne.